Alors, bonjour tout le monde. Hello everyone, distinguished guests, panelists, and participants. On behalf of the organizer, Food and Agriculture Organization of the United Nations, the African Union, the Congo Basin Forest Partnership and Fund, we are extremely pleased to welcome you to this webinar on unleashing the potential of community-based forest and wildlife management for building back better. So what's in it for livelihoods, biodiversity, and climate resilience in Africa? My name is Marie-Ange Kalenga and I work for Fern. I'm very happy to be your moderator throughout these important events. But please first allow me to share a few recommendations and general rules for a smooth and successful event. The event will be recorded and I hope that you're all fine with it. So please make sure that the name of your country or organization is visible at all times. To do so, you simply have to click on the dots in the upper right corner of your image and select rename. Interpretation will be available throughout the webinar, both in English and French, and you can select it from the interpretation menu on the bottom bar. You simply have to click on the globe and select your language. If you are speaking in a language other than the one you are listening to, you must turn off the interpretation by selecting off in the interpretation menu. And if you plan to read a statement, please make sure that you do so slowly to ensure that the interpreters can follow. Also, please keep in mind that this is a virtual meeting, so audio quality may deteriorate depending on the amount of bandwidth we have. So if this happens unexpectedly, we will ask the interpreters to indicate this verbally, and they will resume the interpretation as soon as the sound quality allows it. If you wish to speak, please use the raise your hand function in the participants menu and make sure your video is switched on when you speak. Please note that you may have to turn it off if we have bad connection. We also request that you follow the webinar in mute mode and that you only speak and turn on your microphone when the chairperson invites you to speak. For best sound quality, please do not use your computer's built-in microphone. Instead, use a USB headset with a built-in microphone or a simple cell phone earphones with a microphone connected to your computer. So no Bluetooth, please. All the participants can ask their question in the Q&A section in the bottom bar of the Zoom virtual room. And if you have any technical questions, do not hesitate to send them to the audiovisual services using the chat function. So I will now speak in French and present the objectives and the program of the webinar. Donc, pourquoi organisons-nous cet événement? C'est un événement en fait qui tombe à un point nommé au moment où la communauté internationale réfléchit sur des actions plus ambitieuses en faveur de la biodiversité et du climat. Il est donc important de s'interroger sur la place des communautés locales et des peuples autochtones dans cet effort, sachant que la plupart des terres sur la planète, et en particulier des écosystèmes forestiers, sont occupés par ces groupes qui en dépendent étroitement pour leur survie. En Afrique, la plupart des pays se sont engagés à impliquer les communautés locales et les peuples autochtones dans leurs efforts pour conserver et gérer durablement les forêts et les ressources naturelles qui y sont associées. Et un grand nombre de ces pays ont adopté des réformes politiques et législatives afin de créer des environnements propices pour renforcer la tenue forestière et transférer les droits et responsabilités aux communautés locales et aux populations autochtones. Mais malgré cette volonté politique et les progrès accomplis qui sont indéniables, les résultats socio-économiques et environnementaux de la gestion communautaire des forêts et de la faune restent extrêmement mitigés
dans de nombreux pays. Donc, la question centrale que se poseront les intervenants au cours de ce webinaire, c'est de la manière de rendre la gestion communautaire des forêts et de la faune pleinement efficace et l'appuyer davantage. C'est une question qui se pose notamment de manière accrue dans le cadre de l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable, mais également de l'agenda 2063 pour l'Afrique, ainsi que les accords de Paris sur le climat et d'autres instruments et partenariats internationaux, comme par exemple la stratégie Union européenne-Afrique, le Pacte vert pour l'Europe et la Convention sur la biodiversité biologique. Voilà. Alors, le programme du webinaire se déroulera comme suit et je vais repasser à l'anglais. We will first have some opening remarks from the representative from the FAO and to one distinguished speaker. This will be followed by a keynote presentation from CIRAD, and then we will have a panel discussion with a great diversity of actors, including the Republic of Congo Minister of Forest Economy, a member of the European Parliament, and a representative from community group from Kenya, from Mount Kolai in Kenya. We're very sorry, but the African Union Commission representative are unable to join us for this webinar for an emergency. They have an emergency meeting, so they sincerely apologize. After the panel discussion, we will have an exchange with a participant, which will be followed by the launch of an FAO publication. And then FAO will do some concluding remarks and thank all the panelists and the participants, of course. So without further ado, I would like to invite Dr. Ewald Hammersteiner, apologies if I pronounce your name the wrong way. Dr. Hammersteiner is Deputy Director at the FAO Forestry Division and coordinator of the Forestry Technical to deliver, and he will deliver the opening remarks on behalf of FAO. Mr. Hammersteiner, please. Thank you, Marie-Ange. Good morning and welcome, everybody. I'm really pleased to join you this morning or this afternoon to address you at this webinar organized under the Forestry Technical Network Africa. This is a technical network that acts as a knowledge platform for the exchange of ideas and experiences of forestry practitioners worldwide who develop and deliver effective and scalable innovations and solutions to our members, and obviously also address issues on the way to that, including now today on community forestry. So on behalf of the Food and Agriculture Organization of the UN, I wish to extend appreciations to our strategic partners, the African Union Commission, the heads of forestry and wildlife and their teams that are present in this event and who are championing the sustainable forest and wildlife management in Africa. And I would also wish to acknowledge the efforts of technical and financial partners, especially the European Union, the Congo Basin Forest Partnership, the civil society, FÖN, scientists and academia, representatives of youth and women groups, communities and farmers. And these are the people who are at the forefront of the efforts towards sustaining our natural resources, the resources of communities, and building a better future for us all. Africa, as you so well know, is facing a critical challenge in the forestry sector for quite some time now, and also as highlighted in the African Union SFM framework 2020-2030, and two of our flagship publications produced this year. One is the Global Forest Resources Assessment, and the other one is the State of the World's Forests. The FAO Forest Resources Assessment has been finding a massive decline in forests in Africa with an annual deforestation rate of around 4.4 million hectares per year between 2015 and 2020.
And that concerns us a lot because this rate of decline is higher than that of any other region in the world. And its rapid population increase combined with increasing demand for forest land for agriculture and food production, its forest resources for meeting energy and other needs. And all of these are placing unprecedented pressures on forests. And that inevitably leads to increasing deforestation and forest degradation, overexploitation of wood and non-wood forest products, to biodiversity loss, and it adds to climate change issues. And then, of course, it is not difficult to see that while in the short term, this might bring us some food on the table for a day, these trends in the long term and in the medium term will lead to more poverty. They will lead to more hunger, to food security issues, to malnutrition, migration, and conflict, and a loss of the quality of life for all. And that situation is certainly exacerbated by the current global pandemic, COVID-19. The pandemic has thrown a spotlight on the role of wildlife and habitat degradation in the emergence and spread of zoonotic diseases. And it also stressed the urgent need to assess and reduce the risk of future pandemics. So recently, the FAO Regional Office for Africa has launched Africa Regional COVID-19 Response and Recovery Packages, and it called for greater partnerships and investments to strengthen the region's food security and agriculture during and after the pandemic. And certainly you will see the link to community forestry quite evident in this context. And that has also been brought out, for instance, by the African Union Commission and FAO's regional webinar in July this year on COVID-19 and the forestry sector that addressed challenges, opportunities, and strategies for better resilience in Africa, because this is what a lot of the efforts on recovery are focusing at. FAO, in collaboration with partners, is also supporting the implementation of the One Health approach, enhancing the engagement of ministries in charge of forestry, wildlife, environment, and other natural resources in One Health country platforms, and developing a One Health Africa collaborative policy and technical partnership. One Health hasn't maybe been on the forefront of minds of foresters in the past, but clearly these years have changed that situation very rapidly, and it's an important area of further work. Before the COVID pandemic hit, the heads of forestry and wildlife in Africa, during their 22nd session of the African Forest and Wildlife Commission of FAO that took place in March 2020, expressed concern already regarding deforestation, not for the first time, I might add, regarding deforestation, illicit exploitation, trade of forest and wildlife products that are too heavy on the resources, and validated and adopted its first action program focusing on mine priorities. Allow me to highlight at least two of the main programs of FAO in support of members and communities that are relevant to the follow-up of those priorities, as well as for the meeting today. The first is the Sustainable Wildlife Management Program, which aims at preserving wildlife and ecosystems, while at the same time improving the food security and livelihoods of the indigenous peoples and local communities who depend on these resources. And I hope that many of you are in some ways connected to that program, as it has its strong focus in many countries in Africa. The second program is geared towards promoting further expansion of community-based forestry. FAO conducted a review of the status of community-based forestry in 1991, in 2001, and now in 2016. And the last review put an emphasis on the assessment of the effectiveness of community-based forestry after so many years of experiences and changes of many countries in Africa with that concept and practice. And it also looked at to which extent it is meeting expectations and which enabling factors or constraint
explain success or failures. And maybe there are three main findings that I can share from this review. The first is that community-based forestry is a powerful vehicle, evidently, for moving towards sustainable forest management, while bringing significant improvements to local livelihoods where done right. The second is that community-based forestry has the potential to enhance not only natural capital, but also to build social and institutional and human capital, and also to improve the financial assets and capital of communities. And the third point is that community-based forestry is still clearly performing below expectations in many, many contexts. And it is precisely for this reason that FAO has produced a new training manual for assessing the extent and effectiveness of community-based forestry at national level, enabling tracking of progress and improving its implementation on the ground. And later in this event, as you have seen from Marie-Ange, we will showcase this new training manual targeted towards practitioners. In conclusion, let me reiterate that Africa's comparative advantage lies in its natural and human resources base, its leadership, its youth, its women, and its community strength to achieve the Sustainable Development Goals. It is therefore absolutely necessary that priorities accorded towards the sustainable management and utilization of these resources also at community levels. And to this end, FAO will certainly continue to work in collaboration with partners in supporting these efforts of members and of communities towards achieving, on the one hand, the SDG goals, and on the other hand, the SFM framework I alluded to in the beginning, the SFM framework 2020-2030, that is set in the context of the Africa Agenda 2063. I really wish you a very good meeting, and thank you once again for this opportunity to be with you today, and have successful deliberations and discussions and exchange of ideas on how to unleash the potential of community-based forestry, the topic of today. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Dr. Ramage-Steiner, for these very insightful remarks. And you've said a couple of key words, including partnerships, inclusion, and resilience. So as we are facing this triple, I would say, crisis, it's really important to remember that everybody should have a seat at the table to devise sustainable and long-term solutions. So I will now turn to Dr. Christian Ruck, from facilitator of the Congo Basin Forest Partnership, to deliver his remark. Dr. Ruck is an accomplished high-level politician with proven expertise and a keen interest in nature conservation and forest management in the Congo Basin and beyond. He has worked both in Germany and internationally, representing his country in numerous international fora, and has accepted several important mandates. There is so much more to say about Dr. Christian Ruck, but I would like to invite him now to deliver his remark. Dr. Ruck, the floor is yours. Thank you very much. Thank you for this good idea. Thank you to FAO and FIRM, and congratulations. Yeah, ladies and gentlemen, I think next year is a very decisive year for our planet. We will see a whole series of conferences and congresses which are very important for the climate and for the biodiversity, like the Forest Congress in Seoul and the Conservation Congress in Marseille, but especially the UN conferences for biodiversity and climate in Glasgow and in China. And in the light of the growing environmental disasters, mankind has urgently to deliver. And as well for conservation as for sustainable use, the tropics are crucial, because in the tropics you have the hotspots of the biodiversity and the big
remaining lungs of the world. But also here, we have heard that from Mr. Ramsteiner, destruction is accelerating, and also in Africa and in the Congo Basin. And to stop and reverse that, we need a strong political will, but we need also the right tools. And for me, one of the most important tools is to look for integration of and support by the local communities and the autochthone people, the support for conservation and sustainability. And especially in a time with rapid growing population and a rapid growing demand for new land for a livelihood. And the basis of this support is not force, it is a long-standing self-interest of people for sustainable land use, and not for a short-term solution, but for a long-term solution. And so what is needed to create this self-interest? And what is needed to refrain from poaching, deforestation, and degradation? It's simply the offer of alternative and better opportunities for their livelihood today and tomorrow, and to foster this development. And we have already a broad variety of possibilities for communities. For example, to organize themselves in a more sustainable land use way in the sectors of forestry, cattle ranching, agriculture, even hunting and, for example, tourism on their own land. Like, for example, many conservancies do already in Eastern Africa, in Kenya, for example. Or by a deal between communities and the government or donors to deliver development projects in villages in exchange for tolerating protected areas, some kind of acknowledgement for the contribution of the villages to preserve ecological services. Or to configure national parks as a development project as a whole in also remote regions, to create jobs, to set up healthcare centers, to set up schools as part of their infrastructure. These are only some examples where communities and villages and locals can really have a much bigger share on the attempt to foster sustainable land use and conservation. But all these opportunities don't come automatically. It is hard work. And for me, there are also some very important preconditions. The Congo Basin Forest Partnership and many donors, like the German Corporation and others, have a long history of experience of success stories, but also of failures. And the Congo Basin Partnership has adopted 2 years ago a roadmap on participatory forestry. And in our view, there are 4 major criteria for success. First, you need the political will and the commitment of the government to guarantee the necessary decentralization efforts, the legal setting, and appropriate land tuner. Second, you need a careful analysis of existing and appropriate governance within the communities without wishful thinking. Third, you need skills also in remote areas, because running of own business, whether in the tourism sector or in forestry, needs skills and training. And point 4, you need environmental knowledge in the communities to realize
the importance of intact ecological services also on a local level. And these preconditions are not easy to achieve, but I think there is no alternative if we want to get a chance on the environmental battlefields. My plaidoyer is to come in the near future on an international level to a great deal, where the countries in the tropics, like the countries in the Congo Basin, preserve the remaining green lungs of the world and get in exchange the adequate share of the climate budget, and the local people in this game a fair share for their precious contribution for sustainable development or for conservation. Thank you very much, and I wish the webinar much success. Merci infiniment, Dr. Ruck, pour ce plaidoyer encourageant. Comme vous l'avez souligné, la question de la volonté politique, de la capacité, mais aussi des ressources financières est essentielle. Nous aurons l'occasion de revenir donc sur cette fameuse feuille de route pour la foresterie participative de Brazzaville plus tard lors de notre panel. Mais j'aimerais à présent passer la parole à Guillaume Lescuyer, qu'il va d'une certaine manière poser un petit peu le décor avant que nous entrions dans le vif du sujet. Donc Guillaume Lescuyer est scientifique pour le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, donc le CIRAD. Nous sommes très heureux de l'accueillir avec nous pour ce webinaire. Donc Guillaume Lescuyer, vous avez la parole. Ok, eh bien, bonjour à tous, merci. Et je vais faire mon exposé en français, ça fera un petit équilibre avec les exposés introductifs. Voilà, donc on m'a demandé de faire ce keynote presentation pour ce débat d'1h30. Comme vous avez vu dans le titre, hein, c'est un sujet extrêmement large, étendu à l'échelle du continent africain. Et donc, pour essayer de faire un petit peu plus simple, j'ai essayé de le résumer en 5 easy pieces. 5 peut-être leçons à tirer, et puis c'était une référence aussi au film de Bob Rafelson qui a une 50aine d'années, comme La foresterie communautaire, et un film que j'aime beaucoup. Voilà, alors pour commencer, alors là je n'ai plus le... Voilà, ok. Pourquoi est-ce que finalement on continue aujourd'hui à parler de tout ce qui est gestion forestière par les communautés et gestion de la faune par les communautés, comme l'a indiqué Marie-Ange dans son exposé introductif? D'abord, c'est un sujet qui a une 50aine d'années, parce qu'on a commencé à discuter de foresterie sociale, notamment grâce à l'FAO dans les années 70, et la Banque mondiale également, avec des rapports qui ont créé finalement ce nouveau courant dans la foresterie. Il y a eu des ouvrages importants, notamment l'ouvrage d'Elinor Ostrom en 1990, Governing the Commons, qui a posé les bases un peu théoriques de la gestion communautaire, de la gestion des ressources communes, pour être plus précis. Elinor Ostrom a été prix Nobel d'économie par ailleurs quelques années plus tard. Et puis on se souvient tous évidemment du sommet de Rio de la Terre en 1992, qui a donné une impulsion forte dans tous les pays, et notamment les pays tropicaux, en faveur d'une gestion décentralisée des ressources naturelles. Alors depuis une trentaine d'années à peu près, c'est un sujet qui est permanent, qui n'a pas disparu des radars du débat international. Et ça, on peut remercier finalement la société civile qui s'est emparée de ce sujet-là depuis 40-50 ans et qui l'a maintenu finalement dans le débat international. On voit aussi qu'il y a pas mal de bailleurs internationaux qui se sont emparés de ce sujet et qui continuent à le financer depuis longtemps. Et c'est pour ça que ce sujet, c'est devenu un sujet permanent, discussion permanente depuis tout ce temps-là. Mais on peut se poser la question, dans quelle mesure est-ce que cet accaparement finalement par la société civile et les bailleurs de sujets de la foresterie communautaire, foresterie participative, n'introduit pas en même temps avec elle une forme d'image un peu distordue, un peu biaisée finalement des capacités et des besoins et des envies des communautés elles-mêmes. Donc, pour faire simplement, comme ça a déjà été dit, la gestion des ressources communes en Afrique centrale, il y a eu quelques succès, il y a une vraie prise de conscience depuis 20 ou 30 ans, mais en fait, de manière générale, le résultat est assez décevant. Alors,
il faut que j'arrive à tourner la page. Voilà, je pense que je n'ai pas la main faite dessus. Est-ce que finalement, par rapport à l'intitulé, au titre de l'exposé, de la session aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas des attentes un peu trop importantes par rapport à cette gestion par les communautés des ressources naturelles? On voit bien que dans les objectifs de développement durable, les communautés rurales sont souvent considérées comme une pièce centrale porteuses de solutions, etc. Mais on voit aussi dans beaucoup de discours, et on l'a presque entendu un peu avant, il y a une forme de double tentation de voir les communautés à la fois comme une black box, une boîte noire. En fait, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner, mais ça va apporter des solutions. Mais rentrer dedans pour décortiquer et voir pourquoi ça n'a pas marché, c'est un travail qui n'est pas toujours fait. Et puis, il y a aussi la double tentation de voir ça comme une solve bullet, comme on dit en anglais, un peu la recette magique. On sait, voilà, ça va forcément apporter quelque chose de positif. Mais on ne sait pas trop comment. Il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans. Et on voit ça beaucoup dans le discours et dans pas mal de publications. Alors, pour un peu contrer cette vision des choses, je pense qu'il faut quand même être bien conscient, et on le sait tous en fait, même si c'est rarement dit, que beaucoup d'objectifs de développement durable, ce n'est pas le top des priorités pour les communautés rurales. Notamment quand on parle d'environnement global, quand vous discutez avec les paysans, les producteurs à peu près partout en Afrique, honnêtement, leur priorité, ce n'est pas de mieux gérer l'environnement global, le changement climatique ou la biodiversité, pour être très honnête. Ils ont à faire face tous les jours à des besoins primaires qui sont rarement et difficilement assouvis. Ils ont des aspirations tout à fait légitimes à la modernité. Et quand j'entends modernité, ce n'est pas que les aspects positifs. À peu près tout le monde doit avoir un téléphone portable, voir les matchs de la Champions League en buvant de la bière glacée, etc. C'est une forme d'hyperconsommation et voilà, contester ça, c'est un peu compliqué quand nous, on en bénéficie. Et puis, il faut savoir aussi ou se rendre compte ou réaffirmer que les cultures locales et les perceptions des communautés rurales, elles ne sont pas nécessairement compatibles avec la vision du monde qui est portée par les objectifs de développement durable. En partie, c'est le cas, mais en partie, ce n'est pas aussi le cas. Donc, quelques difficultés à prévoir. Mais malgré tout, en raison de leur proximité à l'environnement naturel et de leur savoir extrêmement élaboré et profond depuis des décennies, des centaines d'années, des millénaires, les communautés sont aujourd'hui quand même une partie incontournable pour trouver des solutions. Et voilà, pour essayer de faire un peu résumer ce qu'on pourrait attendre finalement de la gestion par les communautés de leurs ressources naturelles, j'ai essayé de résumer ça en 5 points, un peu généraux, mais j'essaie de ne pas être trop généraux. Alors, la page suivante, voilà. La première considération, je pense qu'il faut avoir à tête, c'est que si on veut aller vers un succès de la gestion par les communautés de leurs ressources naturelles, il faut qu'elles soient le maître à bord. Et aujourd'hui, on se rend compte très concrètement que beaucoup d'initiatives de gestion communautaire, finalement, ne sont pas vraiment conduites par les communautés. Alors, je vais vous montrer un petit schéma. Alors, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Un petit schéma qui a été produit par Jean-Claude Guiguiry, justement, qui est un des co-organisateurs de cette session, il y a une vingtaine d'années, qui montrait un peu les différents types de participation qu'on constate avec les communautés. Alors, ça va de la manipulation aux prescriptions, à de l'information, de la consultation, de la conciliation, du partenariat, on en a parlé juste auparavant, de l'autorité déléguée, et puis enfin, un contrôle de la prise de décision. Et on voit bien que finalement, dans toutes ces modalités de participation, beaucoup ne sont pas de la participation. Souvent, c'est de la participation symbolique. Bon, finalement, les objectifs, les moyens de mettre en œuvre sont déjà décidés. Et puis, finalement, la participation réelle des communautés, elle est finalement assez rare, et elle est d'autant plus rare quand on va sur le terrain. Donc, voilà. Et qui dit être maître à bord, c'est être vraiment engagé dans le processus. Voilà. Oups, pardon, il faut revenir en arrière. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que les communautés sont maîtres à bord? Ça veut dire que ce sont elles qui vont, ça va être les mettre en position de prendre des décisions de manière indépendante par rapport à des propositions extérieures. Elles ont le droit de ne pas être d'accord. Et je dirais même que le fait de ne pas être d'accord ou d'être que partiellement d'accord, c'est souvent un signe d'une communauté qui est vivace, effective et qui a réfléchi à son avenir. Il faut aussi prendre le temps pour ça de construire des compromis entre finalement les modes coutumiers locaux de gestion des ressources et ce qui est attendu par l'approche de gestion communautaire, souvent déjà appuyée, financée par un bailleur. Et on voit bien que c'est compliqué, et même pour la recherche ou les ONG, quand on monte des projets de gestion décentralisée, on vend déjà quelque chose à un bailleur. Quand on va dans les communautés, ce n'est pas toujours évident que ce soit ce qu'elles attendent. Et ces compromis entre ce qu'elles attendent vraiment et ce qu'on a vendu et ce que les bailleurs attendent, ça suppose d'être construit.
Il faut aussi, et ça on le voit très souvent, essayer de clarifier les liens finalement entre ces institutions coutumières et les règles coutumières d'un côté et les conditions de bonne gouvernance qui sont souvent imposées de l'autre. Et ce qui me marque à chaque fois, c'est qu'on a souvent un discours en disant, voilà, les communautés locales, elles ont des savoirs, des institutions, des pratiques qui leur ont permis de gérer durablement, voire de conserver la nature. Et donc, voilà, elles sont vertueuses de ce point de vue-là. Et en même temps, on va leur imposer tout un tas de règles en ce qui concerne la gouvernance. On va vouloir que les communautés soient démocratiques, qu'elles prennent en compte le genre, qu'elles ne génèrent pas de travail des enfants, qu'elles soient environmental friendly, qu'elles soient sensibles à l'environnement, etc. Et donc là, il y a une forme de contradiction quelque part, où on leur à la fois attribue des vertus, et en même temps, on leur impose des règles qui, potentiellement, ne vont pas nécessairement avec leur savoir et leurs institutions coutumières. La deuxième condition, c'est qu'il faut inscrire cette gestion communautaire ou transcrire cette gestion communautaire dans des projets qui soient légitimes et qui soient crédibles. Une gestion communautaire, elle est solide, elle est efficace quand elle va alimenter une gestion commune par ces communautés. Et souvent, cette gestion commune, cette vision de leur futur, elle est souvent orientée vers le développement parce qu'on a très, très souvent à faire face à des communautés rurales qui sont pauvres et qui ont à faire face avant tout à une absence de développement, une absence de vision voilà, de l'avenir. Et cette vision de leur avenir, elle va se construire sur des options de développement qui sont crédibles et qui vont se construire sur la base d'une analyse, on en parlait tout à l'heure, voilà, de mieux comprendre le contexte institutionnel et politique. Et ce ne sont pas des mots vains, il faut concrètement comprendre qui prend la décision et comment ça se passe. Un bilan des infrastructures collectives et individuelles, un bilan des marchés qui existent et des réseaux commerciaux, et puis un bilan des capacités humaines. Et souvent, tout ça n'est pas forcément fait. Ce qui manque également pour des projets crédibles et légitimes, c'est d'évaluer ces projets ex ante, c'est-à-dire voir véritablement si ces projets sont socialement légitimes, si ça ne va pas créer plus de conflits dans la communauté que ça va en résoudre, et puis garantir que ces communautés vont effectivement gagner plus de revenus qu'elles n'en ont aujourd'hui avant de se lancer dans des projets de gestion communautaire. Et ça, c'est extrêmement rarement fait, notamment les études ex ante d'analyse financière. Souvent, on embarque dans des communautés sans véritablement avoir vérifié, en tout cas avoir fait des calculs pour savoir si finalement elles vont effectivement être gagnantes dans 3 ans, 5 ans ou dans 10 ans. Et puis, là encore, des projets crédibles, Marianne, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que ça veut dire à chaque fois sécuriser le foncier pour sécuriser l'investissement? Alors, pas nécessairement. On peut imaginer que si les droits d'usage des communautés sont, elles, garantis, on n'a pas, notamment sur le long terme, la sécurisation des fonciers n'est pas absolument incontournable. Voilà. Alors, troisième easy pieces ou uneasy piece, organiser des trade-offs, comme on dit en anglais, des compromis, des consensus. C'est souvent quelque chose qui est trop rarement fait. La gestion, les initiatives de gestion communautaire vont souvent focaliser sur une ressource ou sur un objectif qui souvent intéresse le bailleur. Hein. Ça va être, je ne sais pas, la gestion de la faune, de la chasse, ça va être l'exploitation du bois, ça va être les PFNL, ça va être l'apiculture, sans regarder effectivement ce qui se passe à côté. Et donc, ces approches en silo, elles vont poser des problèmes. Elles vont poser des problèmes parce qu'elles sont incohérentes avec une économie, on va dire, qui est plus objective, plus réactive par les ménages ruraux. Elles s'opposent souvent à une perception dynamique entre l'espace naturel d'un côté et l'espace anthropisé. On voit bien que ce n'est pas toujours aussi étanche que ça pour les communautés rurales. Et puis voilà, avoir une approche en silo, c'est s'opposer finalement à avoir une vision intégrée d'un développement collectif qui ne va pas dépendre d'un seul secteur ou d'un seul objectif. Une autre contrainte et sur laquelle on réfléchit sans doute pas assez, c'est que quand on parle de gestion communautaire, on a très souvent en tête des actions strictement collectives. Alors qu'en fait, on se rend compte que beaucoup d'actions de gestion de l'environnement dépendent de décisions individuelles ou de petits groupes d'acteurs. Et donc, voilà, quand on parle de gestion communautaire, ça veut dire aussi gérer un certain nombre d'actions individuelles qui vont contribuer à un environnement collectif. Et donc, pour moi, un des enjeux importants, c'est plutôt de clarifier finalement les interactions à 2 niveaux. D'abord, les interactions entre les activités qui se passent dans un village, dans une communauté. On voit bien que
il sera très difficile de résoudre le sort de la forêt ou d'aller vers une gestion forestière durable si on n'aborde pas l'agriculture, par exemple. Et donc, il faut comprendre comment est-ce que finalement l'utilisation des ressources forestières va dépendre de l'utilisation de l'espace agricole et des ressources agricoles. Ça, c'est le premier niveau d'interaction qu'il faudrait mieux clarifier et mieux organiser. Et puis, le deuxième, c'est entre les niveaux de décision et d'action. C'est probablement plus efficace d'essayer de coordonner des acteurs individuels qui sont légitimes dans leur activité que de vouloir créer des champs collectifs ou des plantations collectives qui, de manière générale, ont beaucoup de difficultés à fonctionner parce que la plantation et le champ relèvent d'une activité individuelle. Voilà, quatrième pièce finalement du puzzle, c'est d'avoir un soutien extérieur qui soit non intrusif et qui soit temporaire, qui soit ponctuel. On voit bien que, notamment en Amérique latine, en Asie, au Népal, etc., les expériences de gestion communautaire, gestion par les communautés, elles ont quasiment toujours demandé un soutien important pendant pas mal d'années pour finalement rencontrer le succès. Pourquoi ? Parce que les communautés, elles vont manquer d'informations sur des nouvelles opportunités, elles ne vont pas avoir de capacité pour répondre, et donc un soutien est quasiment incontournable pour aller vers une gestion communautaire. Mais ce soutien, ce qu'on voit assez souvent en Afrique, c'est que ce soutien a tendance à focaliser sur les capacités, un renforcement des capacités, plutôt que d'un renforcement de ce que Amartya Sen appelait des capabilités. Alors, les capabilités, c'est quoi ? Ça va être effectivement augmenter les options de développement, mais ça veut dire aussi augmenter la liberté des individus à choisir l'option qui leur correspond le mieux. Donc, ce n'est pas juste un renforcement des capacités techniques ou politiques, mais c'est également élargir leur choix, leur spectre de choix. Et pour cela, enfin pas pour cela, mais une autre condition pour un tel soutien extérieur, c'est qu'il doit rester ponctuel. On voit bien que voilà, si vous appuyez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans une communauté pour faire quelque chose de collectif, c'est qu'il y a un vrai problème, ce processus n'est pas approprié. Et donc, il faut une initiative de gestion communautaire qui fonctionne. Il faut que finalement la communauté, au bout d'un certain temps, elle en fasse son propre choix et qu'elle investisse elle-même dedans. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a quand même ce risque d'avoir un support qui dure, un soutien qui dure trop longtemps et qui finalement, on se demande qui sont les vrais bénéficiaires finalement de ces initiatives de gestion communautaire. Est-ce que c'est les communautés ou est-ce que c'est finalement les organismes intermédiaires qui vont dépendre de l'appui aux communautés pour faire et entretenir leur soutien? C'est une vraie question selon moi. Et puis, dernière pièce au puzzle, c'est qu'il faut un cadre incitatif fixé par l'État. Pour avoir des gestions communautaires, tout ne se passe pas dans un village ou dans une communauté, mais il faut que l'État y mette également du sien. Alors, donc, voilà, parce qu'on voit bien que depuis 20 ans ou 30 ans, il y a beaucoup d'États qui ont décentralisé, mais avec la tentation ou la pratique de recentraliser. Et ça, on le voit dans beaucoup de pays, où dans les codes forestiers, on a promu la foresterie participative, foresterie sociale, foresterie communautaire, mais dans le même moment, on a augmenté des procédures, fait dépendre les populations locales finalement d'une source de pouvoir qui reste centralisée. Et donc ça, il faut être conscient de ça. Un changement de loi ne suffit pas, il faut que les pratiques aillent avec. Il faut impliquer de manière très concrète la subsidiarité. Et qui dit subsidiarité ne dit pas qu'on veut moins d'État aux échelles déconcentrées, mais qu'on veut un meilleur État. Et notamment, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à un renforcement des capacités et des moyens des services déconcentrés de l'État pour mieux accompagner les communautés locales qui se lancent dans ce type d'investissement. On voit bien aujourd'hui que dans tous les codes forestiers, en tout cas dans de nombreux codes forestiers, les services déconcentrés de l'État doivent appuyer les communautés de manière gratuite. C'est très rarement le cas parce qu'ils n'ont pas véritablement les moyens aujourd'hui de le faire. Et puis enfin, de manière générale, il faudrait que l'État développe un cadre incitatif à l'échelle nationale qui permette l'émergence, l'apparition de ces initiatives de gestion communautaire sans avoir nécessairement le besoin de tout organiser à partir du haut. Alors là, je vous ai mis un petit graphique là, qui est extrêmement récent et qui est en train d'être mis en œuvre dans un pays d'Afrique centrale, où on voit bien que finalement, pour beaucoup de gens dans les ministères, il faut que tout descende d'une planification un peu centralisée. On voit bien, il y a du schéma national sur le graphique qui doit décliner en schémas régionaux, qui doit décliner en plans communaux, qui doit décliner finalement en plan d'aménagement des terroirs villageois. Et bien ça, je pense que c'est une tentation qui peut être intéressante ou attirante pour
voilà, les ministères centralisés, mais sur le terrain, c'est extrêmement compliqué que ce genre de choses. Je vais vous demander de conclure. C'était passionnant. Voilà. J'en ai fini, justement. Pour la conclusion, alors, oui, est-ce que c'est encore voilà, est-ce qu'il est encore temps d'avancer avec la gestion communautaire? Tout ce que je vous ai dit, de manière générale, c'est une petite musique qu'on a déjà entendue depuis assez longtemps, en fait. Voilà, j'ai cité un article assez important de Byron and Arnold de 1999, où quasiment tout ce que j'ai dit, on le retrouve dedans, donc il a plus de 20 ans. Et puis, de manière générale, en 2018, il y a eu la fameuse feuille de route de Brazzaville qui reprend en bonne partie ces points. Juste pour finir, je pense que les donneurs qui participent à cette session ont une vraie responsabilité dans tout cela. On voit bien que dans beaucoup de projets, les communautés sont finalement le dernier wagon du train et il faut qu'elles soient davantage impliquées dans l'élaboration des projets de gestion communautaire, notamment en s'appuyant sur des nouvelles approches qui sont la théorie du changement ou le chemin d'impact, qui permettraient d'organiser et d'impliquer véritablement les communautés dans les projets de gestion communautaire qui sont censés être à leur profit. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé d'avoir un peu dépassé mon temps. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume. Nous aurons l'occasion de revenir sur certains points que vous avez évoqués, notamment les approches ascendantes, le fait voilà, de mettre l'accent sur les capacités. Mais voilà, le temps presse et le temps passe. Donc, nous allons vous proposer une petite transition avant la discussion avec nos panélistes. So we will present a short video before moving on to the panel discussion with our distinguished panelists. So it is a video produced by Fern 2 years ago about community forestry in Cameroon. As many of you know, Cameroon was one of the first countries to trial community forestry in Central Africa, but to date, the results have been mixed and there have been a lot of challenges. So this film explains how local communities with help from civil society organizations are trying to surmount and to address these obstacles. We thank the Centre pour l'Environnement et le Développement for their collaboration in making that video possible. So I will now ask my colleague Daria to play the video. In the 1990s, Cameroon became the first country in Central Africa to introduce community forestry. The objective was to promote sustainable livelihoods for forest communities. Les objectifs de la foresterie communautaire au Cameroun, tels que fixés au départ, étaient les bons objectifs parce qu'il fallait lutter contre la pauvreté, il fallait améliorer les conditions de vie des populations, mais ce qu'on a constaté, c'est que l'impact de la foresterie communautaire sur le développement local est faible. But there have been some signs of success, often due to the support of civil society. Brigitte works for Astrad, a community-based organization that has been helping forest communities. Nous sommes partis de Lomé ce matin pour venir à Nomedjo. Nomedjo, c'est un village Baka qui a reçu sa forêt communautaire. Les Baka sont les premiers habitants de ce monde parce qu'ils ont été là avant tout le monde. Donc, ce sont des gens qui vivent de la chasse, de la cueillette et de la pharmacopée à travers la forêt. Dans notre forêt communautaire, nous sommes pour la conservation. Parce qu'on a vu que l'exploitation ne rapporte rien de bon aux communautés. Nous avons beaucoup de choses à forêt. On a la cueillette, la chasse, la pêche et les collectes de produits forestiers non liés. Each community forest is run by a committee, and decisions are made with the participation of the whole community. Puisque la forêt communautaire appartient aux communautés, c'est pour toute la communauté, ça concerne tout le monde. Donc on tire ces conclusions ensemble de tout le monde. But this doesn't always mean that lives have improved or deforestation has been reduced. Some forest communities have been coerced into selling the timber from their forest. Often,
at a price that barely gives them a livelihood. Organisations like Brigitte's have been helping the people of Nomejo to find alternative income, which will leave the forest standing. Plusieurs exploitants ont bien voulu qu'ils exploitent illégalement en leur aidant à faire des documents, mais aujourd'hui, elles restent catégoriques pour l'exploitation illégale. Elles préfèrent garder la forêt parce que la forêt peut les aider plus en gardant les arbres debout que de les couper. The Moabi tree is especially important to the Baka, and the community works hard to protect them. Je peux aller, je pars en brousse, je trouve un Moabi, les fruits sont à terre, je ramasse les fruits là, j'enlève les noyaux, je mets sur la clé, et je prends, je casse, je pile, je tourne, ça sort l'huile. Avec l'huile là, je presse. C'est avec l'huile de ça alors que je vends. Ça nous rapporte beaucoup de choses. Unkalo and Frank both received training in beekeeping. Quand vous avez voté riche, quand tu es habitué avec tes abeilles, vous êtes comme les amis. Je peux faire les morceaux, je vends d'autres. Je peux aussi donner à mes enfants à la maison pour consommer. Si vous avez 10 riches comme ça peut vous donner un peu de vivre. Et là, c'est pour garder la forêt aussi. Dans la forêt communautaire de Nomejo, ils ont axé beaucoup d'actions en direction de la conservation de la biodiversité au détriment de l'exploitation forestière. Unfortunately, many of the community forests in Cameroon haven't diversified beyond selling timber. C'est que on a beaucoup plus axé la foresterie communautaire sur l'exploitation du bois. Oublier les autres produits de la forêt. On a tellement mis dans la tête des gens que c'est le bois qui va faire. Mais le problème le plus criard qui fait en sorte qu'on ne voit pas l'impact sur le développement local, c'est la gestion financière, la gestion des revenus. Parmi les forêts communautaires qui ont été exploitées, il y a quand même eu l'argent qui est arrivé dans les communautés. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Ça, c'est la grande question. Et ça a encore plus généré des conflits dans les villages, conflits avec les exploitants et la communauté, conflits entre les membres du bureau de l'entité juridique, la foresterie communautaire au Cameroun. On doit repenser. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaie un peu de s'arrêter un peu et de regarder ce qui s'est passé dans le passé pour envisager. Mais je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que la foresterie communautaire est totalement échec. Non. But there are solutions that would address those problems. Making community governance more participatory would increase accountability and improve the management of revenues. Informing communities about alternative ways of making money from the forest would reduce timber harvesting. And legally recognizing and securing customary land tenure would strengthen local ownership. Quand on voit nos forêts en bon état, nous sommes fiers et nous sommes contents parce que ça nous tient vraiment à cœur. Nous sommes natifs de forêt et on veut vraiment la forêt. Eh bien, nous revoilà. So we are back, and we hope you enjoyed this little video. I will now ask all our panelists whether they can switch on their camera so we can see them, because we are going to start the panel discussion. Bonjour, Madame la Ministre Rosalie Matondo. Est-ce que Monsieur Choukri, Mr. Choukri, could you please switch on your camera? Madame Rivasi?
We will start the panel discussion now. So I invite the panelists to turn off their video. So we're also expecting Mrs. Leah Wanamwa from the African Union Commission. Hello. Madame Rivasi, est-ce que vous pouvez allumer votre... Oui, bonjour Madame Rivasi. Et bonjour Monsieur Choukri Lassapicho. Voilà. Écoutez, puisque nous venons de voir une petite vidéo sur la foresterie communautaire, je me demandais si Monsieur Choukri Lassapicho pouvait donc peut-être partager son expérience en tant que membre d'une communauté au Kenya. Donc, Monsieur Choukri is a member of the Samburu community living in Gatab settlement in Mount Kulal in Marsabit. He's also the secretary of the Mount Kulai Wazewamanzingira, so it's an environmental committee, and a member of the Interim Community Land Management Committee. He has been a key participant in most of the activities for the FAO Community Land Program and the Jeff Forest Conservation Program being implemented at the community level. So the first question I would like to ask Choukri is what are the main benefits and outcomes you and your community were able to achieve so far? And could you tell us a little bit more about the current state of community land registration, the community land registration process in your community? So Mr. Choukri Lassapicho, the floor is yours. Good afternoon, everybody. As you have heard that I'm Choukri Lassapicho from Mount Kulal. Through the support of the East European program being done by FAO and the county government from Mount Kulal land, in the Mount Kulal community land, we have been trained on the Community Lands Act of 2016 and the process of registering community land. We have listed our community resources that are on Mount Kulal land. We have done schedule mapping for the sources that we list. We have collected GPS points to be used to mark map of the community land. We have received our resource management committee to be in line with the law. We have started taking names of community members to fill up community registration. And the current session registering and each and every community member who is 18 years and above. Register is ongoing. Community is able to practice in the planting of the 5,000 trees in the month of November. Thanks. Thank you very much, Mr. Choukri Lassapicho, for these insights into what you have done with your community. I will now turn to Her Excellency, Mrs. Rosalie Matondo, Minister of Forest Economy of the Republic of Congo, to tell us a little bit about the legal situation of community forestry in her country. Donc, ma question, Madame Rosalie Matondo, c'est donc le nouveau code forestier congolais innove en encourageant de nouveaux régimes de foresterie participative, notamment le développement des forêts communautaires. Donc, quelles ont été les dispositions concrètes ou en voie d'être prises pour tirer des leçons d'ailleurs, donc de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, et
mettre en place des conditions favorables pour une foresterie participative efficace, tant sur le plan environnemental que sur le plan socio-économique, dans votre pays où les communautés locales et les peuples autochtones font face à de multiples difficultés. Donc, Madame Rosalie Matondo, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai donc 3 minutes. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais j'aimerais d'abord vous remercier pour l'organisation de cette conférence par visio et puis remercier aussi tous ceux qui ont pris la parole avant moi, qui retracent un peu comment dans nos pays, effectivement, nous avons entrepris de regarder avec insistance de donner une valeur à cette foresterie communautaire parce que nous savons que les populations vivent autour des forêts. On n'a pas les forêts d'un côté et les communautés de l'autre, mais nous avons les communautés dans la forêt et donc il est essentiel pour nous de prendre en compte donc toute la vie communautaire de ces populations et puis savoir comment ils vont gérer leurs ressources. Alors, dans le cadre du Code forestier, effectivement, nous avons pris en compte la gestion de la forêt communautaire. Déjà, nous voulons que toutes les concessions forestières soient aménagées. Pourquoi? Parce que les concessions forestières aménagées donnent droit à des séries, un zonage de la forêt. Donc, le zonage, il y a une série de production, une série de développement communautaire, une série de conservation de la recherche à l'intérieur de la concession. Et donc, à l'intérieur de la série de conservation, donc à l'intérieur, pardon, de la série de développement communautaire, le concessionnaire paye 200 francs par mètre cube de bois exploité. Et ces 200 francs, la somme, le total de ce montant qui est regroupé par la société forestière est géré par un comité de développement local, un comité local, présidé par le président du conseil départemental. À l'intérieur donc, de ce comité prennent part toutes les parties prenantes et nous, le gouvernement, nous sommes représentés par 2 secteurs, donc le secteur de l'économie forestière pour le suivi de la mise en œuvre et le secteur du ministère en charge de l'Intérieur et de la décentralisation, eux qui suivent donc la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce fonds de développement local. Il faut dire que, comme l'a dit d'ailleurs M. Lescuyer, nous avons beaucoup parlé de renforcement de capacité des communautés parce que ce qui est important, c'est le renforcement de capacité des communautés dans la gestion de leurs ressources au niveau de la série de développement communautaire. C'est très important. Deuxièmement, ça sera certainement la deuxième question, mais nous pensons qu'il faut aller vers le développement des activités génératrices de revenus. Donc là aussi, il s'agit du renforcement de capacité. C'est pourquoi nous avons donc établi une boîte à outils qui regroupe, donc comme l'exemple que nous venons de voir du Cameroun et l'exemple que nous venons de voir du Kenya, regrouper à l'intérieur de cette boîte à outils les différentes activités génératrices de revenus. Donc, qui vont de la production du miel, qui vont de l'exploitation du bois à d'autres fins, et puis la valorisation aussi de toutes les ressources forestières à l'intérieur. Nous pensons aussi qu'il est important que les communautés soient des acteurs de la conservation. Parce que très souvent, nous voyons le bénéfice de la communauté uniquement du côté de l'exploitation forestière, mais aussi au niveau de la conservation de la faune et de la flore. Nous devons prendre en compte les communautés locales dans la gestion, parce qu'ils doivent être des acteurs de cette conservation. Nous avons des sérieux problèmes avec, par exemple, la viande de brousse, parce que les communautés s'alimentent de la viande de brousse, mais pas seulement cela, la viande de brousse est une source de revenus claire pour les communautés. Donc, les communautés, ce n'est pas pour leur alimentation qu'ils font la chasse, mais c'est pour venir vers les villes et venir vendre leur viande de brousse. Donc, pour nous, il est important d'essayer de voir comment faire de l'élevage des espèces locales
pour ne pas acculturer les communautés. Nous pouvons leur amener l'élevage de poulets, l'élevage, mais si ce n'est pas dans leur culture alimentaire, nous n'allons pas réussir. C'est pourquoi, pour nous, il n'est pas question d'aller acculturer les communautés, mais de savoir leur apporter la connaissance pour la gestion des biens et services qui peuvent les aider. Nous avons également aussi, dans le cadre de bénéfices carbone, parce que nous allons avoir le premier projet carbone au Congo, donc le projet Nord-Congo. Pour nous, dans le cadre de partage de bénéfices, les communautés ont leur part. Les communautés ont leur part. Donc, il y a le gouvernement, il y a la société forestière, il y a la société forestière ou les sociétés forestières, et il y a la part des communautés locales dans le partage de bénéfices. Parce que pour nous, c'est très important que les communautés qui sont riveraines aux écosystèmes forestiers soient aussi des parties prenantes dans le cadre du partage des bénéfices. Donc, voilà un peu ce que nous avons mis en place, sans compter donc, le local content, parce que nous voulons aussi que les communautés ont la capacité d'exploiter leurs ressources comme la ressource bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons quand même peur, si nous ouvrons, nous laissons les communautés seules à gérer leur série de développement communautaire sans suivre l'exploitation à faible impact, et nous allons avoir le contraire de ce que nous avons développé depuis près de 20 ans, c'est-à-dire l'exploitation à faible impact. Si les communautés pensent que dans les séries de développement communautaire, il faut aller exploiter n'importe comment le bois, alors nous n'aurons pas donc les résultats escomptés dans le cadre de l'aménagement forestier et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Donc, le maître mot, c'est le renforcement des capacités des communautés pour prendre en charge donc, leur série de développement communautaire. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour ces quelques explications, et merci d'avoir souligné l'importance du contenu local, mais aussi de tenir compte des aspirations et des besoins des communautés dans le cadre notamment des projets de conservation. Donc, parlant de conservation, je me tourne vers Madame Michèle Rivasi, qui est eurodéputée et responsable donc, des communautés locales et peuples autochtones et membre de la Commission du développement de l'Assemblée parlementaire paritaire de l'Union européenne et des pays du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour partager un petit peu son point de vue sur le rôle du Parlement européen dans le contrôle donc, des projets de conservation et de gestion de la biodiversité financés par l'Union européenne. Il y a eu récemment différents rapports d'investigation, notamment ceux du PNUD sur un cas au Congo, où l'on se rend compte finalement que les communautés ne sont pas forcément consultées lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles aires protégées, et même qu'elles en subissent les impacts négatifs. Donc, j'aimerais peut-être que Madame Rivasi nous explique son point de vue en tant qu'eurodéputée et le rôle donc, de contrôle des financements que le Parlement européen peut exercer. Madame Rivasi, vous avez la parole. Merci à vous tous et merci pour les organisateurs. Merci à la FAO et vraiment pour toutes les ONG là, qui participent à cette visioconférence. Alors, c'est vrai que j'en avais organisé une, moi, c'était fin octobre, où j'avais invité beaucoup de lanceurs d'alerte sur les peuples autochtones, parce que vous savez qu'à la commission développement, je suis un peu le référent sur les peuples autochtones. Et dans peuples autochtones, il y avait aussi bien la République démocratique du Congo, il y avait aussi bien l'Éthiopie, il y avait aussi bien des gens aussi d'Asie, parce que là aussi, il y a des problèmes au niveau de la déforestation, mais des gens aussi de Russie et des gens aussi d'Inde. Donc, vous voyez, c'était très large. Et vous savez qu'au niveau du Parlement européen, on est très sensible à la biodiversité et que vraiment l'année 2021, parce que normalement, il doit y avoir la COP 16, que la biodiversité est un élément déterminant. Il y a eu quand même des alertes incroyables en Amazonie, où il y a eu des incendies terribles, où les peuples autochtones n'avaient même plus leur milieu de vie. Et donc, on met vraiment le focus sur la biodiversité. Mais si on met focus sur la biodiversité, quelle biodiversité?
C'est-à-dire comment garantir que les peuples autochtones, comme ça a été dit par Madame la ministre, mais aussi par Guillaume Lécuyer du CIRAD, parce que je trouvais ça très important, comment on peut associer les peuples autochtones? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, la crise du Covid a montré que si on détruit les écosystèmes, eh bien, on voit quel est le lien quand même entre l'habitat naturel et si on détruit les habitats naturels, eh bien, on peut aussi provoquer des pandémies. Deuxième chose, c'est qu'on sait maintenant que la biodiversité impacte énormément les peuples autochtones. Et vous voyez, c'est ça mon problème, c'est que à l'heure actuelle, on veut augmenter la croissance, on augmente la croissance, on augmente la consommation, et donc on va accaparer les terres des peuples autochtones. Parce que c'est très souvent dans ces terres-là qu'il y a des ressources naturelles, qu'il y a le bois dont on a parlé, qu'il y a les matières premières, vous voyez qu'il y a des ressources au niveau du pétrole ou du gaz de schiste. Quand on regardait la Russie, c'était leur gros problème. Donc, vous voyez, ça quand même, ça demande à ce qu'on revoie aussi qu'est-ce qu'on appelle la croissance. Parce que de toute façon, les peuples autochtones, vous voyez, ils ont souvent des terres ancestrales qui sont très riches avec toutes ces matières premières. Et l'autre chose qui est passée maintenant, c'est que les gens maintenant se sont aperçus que c'est les peuples autochtones qui sont les plus protecteurs de la biodiversité, d'où leur implication dans la gestion. Et là, votre question, elle s'intéresse un peu parce que l'Europe aide énormément justement sur la sauvegarde de la biodiversité. Mais qui est responsable de cette biodiversité? Et vous savez qu'on a souvent délégué à des organismes internationaux ce qu'on appelle le conservatisme, vous voyez, naturel. Et là, il y a eu la Commission a enlevé des subventions à des associations qui avaient embauché des éco-gardes, vous voyez, pour garantir ces zones protégées. Et ces éco-gardes avaient tué des gens carrément dans ces zones protégées. Ça a été le cas, par exemple, de... le dernier en date, c'était en République démocratique du Congo, à Mesokdja, qui est situé au nord-ouest de la République du Congo. Et des éco-gardes avaient été accusés d'avoir tué des peuples autochtones Baka. Donc, il y a une enquête qui a été faite, qui a dédouané d'ailleurs WWF, parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient absolument pas donné l'ordre aux éco-gardes. Mais ça montre bien que, vous voyez, il y a le bouquin de Guillaume Alain qui était un peu sur le colonialisme vert, que quand on parle de conservation, très souvent, c'est un peu une idée de certains pour dire la conservation de la nature se fait sans les habitants. Et ça, c'est fini cette idée. La conservation de l'habitat se fera avec les peuples autochtones. C'est pour ça qu'il faut vraiment les impliquer en amont. Si on ne les implique pas en amont et qu'il n'y a pas du binding, c'est-à-dire des lois qui vont obliger, dans le cadre de la gestion, d'impliquer les peuples autochtones. Alors, c'est vrai qu'on parlait d'augmentation de la capacité de ces gens-là, ou de la capacité, comme ça a été dit. Il faudra trouver quand même un moyen terme pour qu'ils soient associés d'office, mais que l'argent, vous voyez tout à l'heure quand on parlait, vous voyez des gens qui gèrent le bois, mais quand vous allez payer par un fonds, il ne faut pas que l'argent, ça a été dit tout à l'heure dans votre reportage qui était très bien fait, vous voyez, mettre un biais dans cette gestion-là, parce que plus les gens vont toucher de l'argent, plus ça peut aller à l'encontre, vous voyez, de la biodiversité. Donc, il faut vraiment les associer pour trouver un consensus et une formation pour que ça ne dérape pas. En même temps, les objectifs sont très forts. Vous savez, 2030, l'Europe a dit 30% de zones protégées, aussi bien terrestres que maritimes. Et donc, il faut que dans les nouveaux textes, moi je vais participer à un rapport d'initiative sur justement les conditions de développement pour garantir la biodiversité. Et dans la biodiversité, pour moi, il y a obligatoirement les peuples autochtones. Donc, c'est pour ça que je suis en train de prendre contact avec tous les peuples autochtones. Mais ce qui me fait très peur, vous voyez, c'est quand je vois comment l'Europe importe du soja, du maïs, de la viande, vous voyez, au niveau, par exemple, de l'Amérique latine.
eh bien, plus on est dans cette consommation, plus ça va déforester, plus ça va entretenir une pression forte. Donc, vous voyez que quand on parle, nous, de souveraineté alimentaire européenne, on veut ne pas faire subir à ces peuples la pression de la demande. Et ça, c'est très important. Parce qu'on parle de développement durable, mais ça veut dire quoi, développement durable? Si c'est pour l'Europe, eh ben, ça va aller à l'encontre des peuples autochtones, ça va aller à l'encontre de la biodiversité. Et alors, autant on a été assez dur avec certaines associations où on leur a dit il faut intégrer les gens, mais il faut être dur aussi avec les industriels. Il y a aussi des banques qui financent des industriels qui participent à la déforestation. Et vous voyez que quand on parle des contrats économiques entre l'Europe et l'Afrique, ou entre l'Europe et l'Asie ou l'Amérique, eh bien, ça contribue à la perte de la biodiversité. Donc, vous voyez qu'il faut d'un côté remettre en question notre modèle de société qui est trop sur la croissance, il faut plus refaire du recyclage, il faut plus diminuer notre consommation, il faut renforcer vraiment les peuples autochtones dans le droit à faire partie de la gestion, et il faut des obligations et des sanctions. Et c'est vrai que moi, je fais partie de la commission contrôle budgétaire, on demande des rapports, si ce n'est pas conforme, eh bien, il faut sanctionner à la fois les industriels, à la fois les accords commerciaux et à la fois les ONG qui ne font pas correctement leur boulot. Voilà. Thank you very much, Madame Rivasi, for this very passionate plea to better include communities and local indigenous groups in conservation efforts. I'm looking at the time, and yes, we still want participants to be able to ask questions to the panelists. But now I'm going to turn to Leah Wanamambwa from the African Union Commission, Senior Policy Officer at the African Union Commission, to reflect a little bit on the COVID-19 crisis and its impact on the community-based forest and wildlife management. So how can this approach be an inclusive part of building back better strategies according to you and to the African Union Commission? So please, Mrs. Wanamambwa, the floor is yours. Thank you, Madam Moderator. And I would also like to acknowledge the presence of Madam the Minister from Congo, all protocols observed. I would also like to register the apologies of Mr. Hassan Nyambe, who was supposed to be speaking at this panel. I've been hijacked halfway and asked to step in. I hope I'll be able to do justice to his presentation. So livelihoods, the livelihoods of many communities in Africa depend heavily on the use of wild fauna and flora resources. So of course, the loss of this wildlife and sources of income that come from this wildlife, where I mean forest and wild animals, affects directly the livelihoods of these people. During this COVID-19 period, the biggest hit, one of the biggest sectors which was hit was the tourism sector. I'm afraid we've lost. Yeah, maybe she can turn off her video. Yeah, she's freezed. Leah, can you hear us? We can't hear you anymore. I don't know if the technical team can reach out to Leah to tell her that we can't hear her anymore. Okay, so while we're trying to get Leah back, I was wondering if we could maybe look at the Q&A and see what are the sort of most popular questions or some burning question the participants would like to ask our panelists. So Alandi, could you please help us with maybe highlighting some questions for the panelists and speakers? Merci beaucoup. On a reçu beaucoup de questions à l'instant, entre trentaine de questions, mais il y a eu 3 questions qui reviennent en même temps. Et si le panéliste pouvait répondre, alors je vais poser la question.
Je ne suis pas d'Apolline Rebout et répétée par 3 intervenants. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la nuance entre capacité et capacité. Et ça revient toujours, la notion de renforcement des capacités des communautés locales revient toujours. Comment pensez-vous faire ce renforcement de capacités? Et comment pensez-vous le transfert de compétences à ces communautés locales? Sachant par exemple que dans une concession forestière des communautés locales, il y a différentes unités de gestion et que chaque unité exige des propres modèles de gestion. Avez-vous des projets, avec quels projets ne voyez-vous pas que c'est ce qui nous amène à des résultats mitigés? L'expérience montre aussi que seul le capital naturel a des résultats très palpables. Quelle est votre réaction? D'accord. Alors, je pense que c'est plutôt une question pour Guillaume Lescuyer, mais les autres panélistes aussi pourront répondre. So I see that Leah is back, so maybe we can allow her to briefly make her presentation and maybe to also address the question that's just been posed. So Leah, over to you. Oh, sorry, I got cut off. My internet died off, but back on. I missed the last question. So I'll just continue from where I stopped. So I was mentioning that most of the countries which have been affected by the COVID pandemic, especially in the East and Southern Africa, which depend heavily on tourism. So in part of our efforts at the Commission to build back better, we've been encouraging countries to include a green package in their stimulus, in their recovery, economic recovery from COVID-19. So I believe countries like Kenya, for example, have a small budget. Out of the bigger economic recovery package, there is a budget which has been set aside for greening, and a good amount of it is also going to support communities and the tourism industry in general, from the hotels to the communities in these conservation areas. We are also promoting the use of the, encouraging countries to implement existing strategies such as the AU Sustainable Management and Forestry Strategy, the AU Wildlife Strategy, and also the Pan-African Action Agenda on Ecosystem Restoration for Increased Resilience. These strategies already have a heavy component on communities, and with recommendations which are not just for post-COVID, but also in the pre-COVID period, they were quite relevant as well. So we are just trying to reinforce the implementation of these existing frameworks. Of course, there's the issue of the disease transmission, which between wildlife and people, and especially communities living next to these wildlife areas. I'm looking here at also diseases such as Ebola. So we're also working on advocacy to see how communities can also learn to stay away from some of these wild animals, which could be a risk for future pandemics. We've been having sessions on with FAO in particular on One Health approach, and this has been coming out in all the sessions we've been having, and we are going to see how to best implement such these kinds of policy frameworks moving forward. We've also been advocating for nature-based solutions because where we are going to use nature to address multiple challenges that we have, not just for climate resilience, but also biodiversity, while at the same time improving the livelihoods of communities. So most of our work now and the policy frameworks are enshrined with these nature-based solutions. And the good thing is with the biodiversity COP coming up, this is getting momentum in there, and as well as in the climate change negotiations. We're also promoting the participatory approach in the economic development and community livelihoods through the sustainable use of wild fauna and flora. When the communities are able to use these resources sustainably, they feel that they are an asset as opposed to being a liability. So in that respect, we also try to encourage efforts which reduce threats, for example, the human-wildlife conflict, which come in when communities are living too close to these protected areas, and also reduce the kind of crimes associated with that. I'm just going to try and check my notes if I've forgotten something. Of course, there is the issue which the minister mentioned earlier, the issue of capacity, information, advocacy, and public awareness. So most of the time, communities are not aware, they don't have the capacity or the information that is needed to make the right decisions, and also to effectively participate in these governance meetings are usually called for at the community level, and
a good number are left out just because they don't know that it's their right to get involved. There's also we are also, through the AU Wildlife Strategy, encouraging the incentives to secure the participation and cooperation of indigenous peoples and local communities in managing these wildlife resources. Again, this is based from existing frameworks at the Commission. And also, yeah, I think this is mainly it. Sorry, I rushed through, but basically we've had several strategies which we have been working on during this past 9 months or so during the pandemic to find ways for a green recovery in this COVID phase. So with that, I'll pass it back to you, Madam Moderator, and thank you again for inviting the Commission to be part of this. Thank you very much, Leah, for sharing all the things that the African Union is doing. And looking also at Michel Rivasi, I think that there is really an important dialogue that you can have with European Union on precisely nature-based solutions. As you said, it's really gaining momentum. But so Alandi, can we go back to the Q&A? And there was that really important and pending question about capabilities. I think it was mainly addressed to Guillaume Lescuyer, but other panelists should also feel free to come in. So can I ask all the panelists and the speakers to turn on their camera so we can see them? Voilà. Donc, peut-être Guillaume, si vous pouviez répondre, s'il vous plaît, très, très brièvement, parce que je vois qu'il est déjà 13h30 et que nous allons bientôt devoir conclure. Ok, merci. Très brièvement. D'abord, il y a une grosse littérature sur les capacités. Il y a même des journaux spécialisés. Et puis là encore, Amartya Sen a été prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années. Donc, ces livres sont très faciles à lire. Je vous conseille de les lire pour ceux qui ça intéresse. Augmenter les capacités, ce n'est pas juste les capacités techniques de choix qui ont déjà été faits. L'idée, c'est vraiment d'augmenter la liberté de choix de ces populations locales, de ces communautés, en leur permettant d'accéder à de nouvelles options, de nouvelles activités. Ça va être par exemple leur permettre de faire des études marché pour voir s'il n'y a pas d'autres types d'activités dans lesquelles ils pourraient s'engager. Ça peut vouloir dire aussi contacter directement les bailleurs plutôt que de passer par un intermédiaire, 2 intermédiaires, 3 intermédiaires qui vont finalement décider pour elles ce pourquoi elles devraient, ce pourquoi elles devraient se développer. Donc, c'est vraiment plutôt augmenter la capacité de leur choix plutôt que de renforcer leur capacité sur des choix déjà préexistants ou des choix qui sont déterminés par d'autres. Voilà, globalement, en quelques mots, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, oui, Madame Rivasi et Madame la Ministre, vous vouliez intervenir, allez-y. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette vision et je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, une communauté m'avait interpellée au Mali parce que c'était la communauté dans la région de Faléa où une société canadienne voulait exploiter une mine, notamment une mine de fer et une mine d'uranium. Je m'y suis rendue, on était plusieurs députés européens, on s'est rendu à Faléa, qui était vraiment éloigné, il a fallu y aller en hélicoptère, etc. Et on a rencontré toutes les communautés. Premier constat, il n'y avait pas de sécurité foncière, donc en fait, c'était la société canadienne qui avait préempté ces terres pour faire, par exemple, une mine d'uranium. Et on a écouté ces communautés. Ils avaient plusieurs propositions. Vous voyez, les capacités, c'est qu'ils voulaient augmenter, par exemple, l'agropastoralisme qu'ils avaient. Ils voulaient augmenter l'agriculture, donc ils avaient plus besoin un peu d'irrigation, etc. Mais personne ne s'en occupait. Et donc, il a fallu qu'on aille voir le président de la République, à l'époque, c'était ITT, qui n'était même pas au courant qu'il y avait cette société canadienne, vous voyez, qui exploitait cette mine d'uranium. Et donc, on a gagné avec les communautés parce que le président a balayé son ministre de l'Industrie qui était directement responsable sans qu'il soit au courant. Et vous voyez, il y a eu gain de cause pour les communautés. Donc, ça montre bien que, si on écoute les communautés, ils ont plusieurs possibilités pour se développer parce qu'ils en sont conscients. Que 2, vous voyez, tant qu'il n'y a pas une sécurisation quand même de leurs terres, eh bien, il y a d'autres sociétés qui peuvent préempter leurs terres, parce que là, il y a un bénéfice, etc. Sauf que ce n'est pas le bénéfice pour les communautés. Donc, vous voyez, moi, je suis pour augmenter les capacités, parce que c'est important, la connaissance. Plus on aura de connaissances, plus les gens vont sauvegarder leur patrimoine. Et en même temps, il faut quand même
qui soient associés, vous voyez, sur le choix, s'il y a des sociétés extérieures qui viennent exploiter, qu'eux-mêmes soient au courant, alors que là, on leur a imposé. Eh bien, c'est ce modèle-là qu'il ne faut pas reproduire. Il faut la connaissance ira avec la protection et qui participe à la gestion. Et que si le choix d'avoir, par exemple, une mine, ça ne les intéresse pas, comme d'avoir un barrage, comme d'avoir… Eh bien, qu'ils aient la capacité de dire non. Or, à l'heure actuelle, c'est pour ça que l'argent, c'est assez dangereux, parce que si on fait un fonds, eh bien, on va sur le fait qu'on va les acheter quelque part. Donc, voyez, il faut vraiment développer les deux, comme le disait Guillaume, parce que sinon, il n'y aura pas de choix, parce que les gens ne seront pas informés et pas protégés aussi. Très bien, merci. Alors, Madame la Ministre, vous avez la parole. Et après, nous devrons conclure avec nos collègues de la FAO, puisque les interprètes risquent de disparaître. Donc, Madame la Ministre. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste dire que nous devons faire attention sur les notions de communauté locale et des populations autochtones. Nous devons aussi veiller à connaître nos communautés. Les capacités de communauté, quand vous prenez les peuples autochtones au Congo, vous allez dans leur mode de vie au Congo, je ne pense pas que vous pouvez leur donner aujourd'hui la possibilité de gérer une zone à eux. C'est des nomades, premièrement. Premièrement, ce sont des nomades. Deuxièmement, ce sont des cueilleurs. Ce sont des pêcheurs, cueilleurs, chasseurs. Donc, même quand nous sommes partis avec des projets pour renforcer leur capacité à produire, nous sommes arrivés à un moment où soit ils vont consommer les semences, soit ils vont abandonner leur culture et ils vont aller ailleurs, soit aussi aller juste récolter les produits mis en place par les Bantous. Il faut que nous connaissions vraiment la situation des populations avant de défendre leur cause. Parce que très souvent, moi, j'ai peur que nous partions du fait que nous devons acculturer forcément ces communautés locales. Et quand on parle de communautés locales, parle-t-on des populations autochtones? Parle-t-on de peuples autochtones? Vous savez bien que la communauté internationale nous a imposé certaines terminologies, parfois qui ne vont pas avec la réalité sur le terrain. Et donc, la capacité doit être adaptée par rapport aux communautés pour lesquelles nous discutons ici. D'accord, merci beaucoup. Alors, vraiment, le temps passe et je suis vraiment désolée. Nous pourrions encore discuter de ces aspects très intéressants pendant de longues minutes. But I would like to introduce Jean-Claude Guéry, Forestry Officer for Participatory Forestry at the FAO, to say a few words on the launch of the new FAO technical publication on community-based forestry management. And maybe that manual will answer some of the questions we had around capabilities and local content. So Jean-Claude, the floor is yours. Okay, thank you for giving me the floor. My presentation is going to focus on this NUMA FAO manual, on a training manual on community-based forestry assessment. Before I start with the main body of my presentation, let me remind you why this publication can help to meet concern expressed during this webinar about achievement of outcomes. We have several key messages that can be drawn from this webinar. I would like to focus on one and try to explain this message in 3 words: expectation, performance, and also effectiveness. We have high expectation from community-based and wildlife management approach to reverse biodiversity loss, to stop climate change, and also to deliver a number of sustainable development goals. However, community-based forestry is performing below expectation. In that case, the effectiveness of community-based forestry remains the biggest challenge. This training manual
recently published by FAO and RECOFTC, is part of the package of tools need for community-based forestry regime to operate at the full potential. Okay, next. Okay. Last year, FAO published a framework to assess the extent and effectiveness of community-based forestry. This extent provide indicators and explain how to carry out an assessment. Next, please. Yes, and we can extend the, we can assess the extent. And here we have the assessment is based on the institutionalization of CBF regimes in government and social civil society, the level of empowerment of local stakeholders, and also the rights and responsibilities granted to forest community. And we have also the constraint to implementing community-based forestry. And we have also, it's allowed to assess also a change in natural capital, change in social capital, and change in financial capital. And next, please. And the training manual was developed for foresters and other stakeholders who want to learn how to use the framework to assess the extent and effectiveness of community-based forestry. This training manual describes theoretical concept on community-based forestry, forest tenure, and also indicators for natural, social, and financial capitals, tools, template, and table need to conduct an assessment, and also the method to analyze and evaluate data collected and draw conclusion on CBF outcomes and the environment in which the CBF regimes operate. After completing the training, participants will be able to explain the main theoretical concept and principle of community-based forestry. The participant will be able to describe components of the framework. He will be able to collect and analyze qualitative and quantitative data on community-based forestry, and participants will be able to apply the framework to their own context and make an informed assessment of the extent and effectiveness of the community-based forestry. In conclusion, I would like to draw your attention especially to the lack of enabling the environment for effective community-based forestry in many countries in Africa. The training manual and the framework to assess the extent and effectiveness of community-based forestry are tailored to the needs of countries in addressing the issue and opening the door to community-based forestry success. Thank you very much, Jean-Claude. Yes, okay. Just one more word. In your country, if you are planning to conduct a policy reform with the aim of creating enabling environment for effective CBF, please feel free to use these tools. It's for you. And also, if you need technical support, please feel free to request FAO support. Together, we can make a difference. Thank you very much. Thank you very much, Jean-Claude, and for this invitation to use this very important tool. That's really a nice way to conclude the event. But before saying goodbye to everyone, I would like to invite Mrs. Nora Beramouni, Senior Forestry Officer
and Secretary to the African Forestry and Wildlife Commission at the FAO Regional Office for Africa, to say a few words and to wrap up the event. And maybe Nora can also indicate what we're going to do with the many questions and comments we've received from the participants. So over to you, Nora. Thank you very, very much. Really heartfelt, big thanks to everyone in this platform. And first, let me thank the interpreters who are really making our dialogue and our talks smoother. And I would like really just to apologize and count on their understanding, just if I can take less than 5 minutes to wrap up this wonderful and rich events. A big thanks to our panelists. They have been really very well, expressing, giving key messages, and also the knowledge that has been really shared today with us based on all the experiences, either from the government, like Her Excellency Minister Matondo, or the African Union Commission, or the European Union Parliament, Ms. Michelle Rivasi, or Mr. Esquier from CIRAD. So I really would like really to give them a big thanks, and of course not forgetting at the heart of this discussion, Mr. Shukri from the community in Kenya. Big thanks to our moderator. You have done great. Thank you so much, Marie-Ange, and all the colleagues who have been really working together behind the scene to support the preparation of this panel, of this webinar, as well as, of course, the African Union Commission, the Congo Basin Forest Partnership, FERN, CIRAD, and many others. I would like just to give a few words, because it has been so rich of different, and I cannot really distill everything that has been said. The good news is that after this webinar, we will be preparing a short report with the outcomes and the key messages, as well as responses to all your very relevant questions. There were so many questions, we couldn't really have time to reply to them, so we can take that. And also all the presentations will be shared on the website. The link also will be provided, as well as this very interesting video from Cameroon. Thank you very much, Fern, for sharing this. So just few maybe points that came, to my, that are really echoing what I have in my heart as one of the many actors, as you are all in your countries, in your communities, within your NGOs or research and financial and technical partners. One is partnerships. And the real partnership need to be really the partnership with the village, the partnership with the communities, the partnership with the indigenous people. They are the heart of that could really make community-based forest management, wildlife management really meaningful and impactful. And this partnership needs to be done not only on land, in the land area, but also all along the value chain to support the communities to get their rights, the information, the knowledge, the capacity, equipping them with all the tools that are needed, but also learning from their knowledge and skills, because they are also custodians of the knowledge they had. And we need really to embrace that knowledge and support it with further technologies and practices and solutions, of course, against all the issues that we have as climate change, the pandemic, and many other challenges. And to do so, for instance, we need long-term and large-scale support from the governments that are at the heart, that could support really preparing, developing policies that are really responsive to the needs of the communities, whether they are women, youth,
or men in order to support their livelihoods, support sustainable management and the use and protection of the natural resources, but also restoring the areas. You heard we have more than 4 million hectares per year lost from our forests. That would really mean loss of livelihoods, loss of our capacity in adapting and mitigating climate change, loss in our capacity in conserving the natural capital, also for ending hunger, sustainable management of agriculture, ending hunger and poverty in our beautiful continent. So there is really a need to do that. And to do that also, there is a need, as Madame Rivasi said, address the drivers. And the drivers can be within the country, but also outside the country, outside the continent. And for that, we have good promising programs and for example, a program on the EU FLEX that we have been working together thanks to the support of the EU and many other financial and technical partners and NGOs and governments to support really a good sustainable wood value chains that support and benefit the local communities. We have also a program, for example, the Sustainable Wildlife Management Program that is also supported by the EU ACP, the African Caribbean Pacific states, a group of states that is also implemented together with a consortium of partners like CIFOR, CIRAD, and WCS, that is really aiming exactly at preserving the wildlife and the ecosystems, including forests, in order to support food security and livelihoods of the indigenous people and local communities in Africa and in other regions. So there are already some programs that are working, but we need to scale them up. We need also to do more in other regions, in other countries, in other parts of our continent. The other thing that came also to my mind and that has been also said by our colleague Leah is from the African Union is the One Health. We need to treat that in a real One Health, harmonized, inclusive approach in order to address the pandemic that we have today, but also preventing further pandemics by supporting, sustaining, sustainably managing the forests and other natural ecosystems and addressing the deforestation and also supporting food safety nets and livelihoods. We could certainly, address the issues of current pandemics, but also prepare and maybe prevent further future pandemics. And in all of that is really need to be done in a protect, manage, restore. Some questions were asked about how can we do restoration. I think community management needs to be at the heart in every action that we do. Protection, sustainable management, and restoration. And we have also examples, for example, like the ones on the Great Green Wall, where we have put science together with communities at the heart of restoration and giving over 50,000 hectares restored with communities, from the sustainable harvesting of seeds, collecting of seeds, planting, managing, and benefiting from those restored areas. And furthermore, just to say that I heard a lot loud and clear that we need to be really careful in how we are designing our projects, our programs. And here, for example, I give one example of FAO, but I think many other partners, whether they are financial partners, technical partners, or governments, have what we call the safeguards, environmental and social safeguards, that are really putting also a lot of emphasis on the importance of participation and involvement and decision-making together with communities and indigenous people. I just give the example of the Green Climate Fund. Green Climate Fund has one chapter important
on this issue of gender and indigenous and community. So I think it's really important to take these opportunities and also to reverse the pandemic, the COVID-19 pandemic, and take it as an opportunity to really put more green investments, green jobs that would support the livelihoods across the value chain, from the management in the land and the resource to the processing to the marketing. And please do not forget to have also this partnership between the urban and the rural areas. So consumption, as it was said, also can be a driver of good or of bad. So we need also to support sustainable consumption, let's say, approaches. And finally, I think, as we said, through partnerships, long-term solution, we can, and in a One Health approach, we can really, I think, make community-based forest and wildlife management a success to support climate action, the CBD, the Convention on Biodiversity Framework post-2020, as well as the UN Convention on Combating Desertification, and the SDGs, all the SDGs, because communities are really at the heart of all the SDGs and the Agenda 2063 of the Africa's Agenda 2063. So I think I will stop here for now, because it has been really a very rich discussion and conversation, and we hope to follow up on this very interesting and rich event with more action on the ground, and the use of this manual that was shared by our colleague Jean-Claude in order to better assess, track progress, and improve what we are saying that we are doing as community-based forest management and wildlife management in support, first, the livelihoods and natural resources. On this, I thank you very much, and also a big thanks to all our audiovisual team and interpreters, panelists, participants that have been really with us. We had like more than 250 before, so I think I will end my talk here. Thank you very, very, very much.